cette consultation, c'est de voir un petit peu ce qu'ils sont devenus, comment ils vont dans la vie quotidienne, s'ils ont pu reprendre leurs activités habituelles et s'ils ont des troubles un peu spécifiques de la réanimation. Dans la littérature, on voit qu'il y a pas mal de patients qui sortent de réanimation qui ont des dépressions, des syndromes de stress post-traumatique, ou des fois il y a des patients qui ont eu le Covid et qui sont sortis mais qui n'ont pas de suivi pneumologique et qui ont des problèmes respiratoires, des douleurs, des pertes de force musculaire. Donc le but de cette consultation, c'est de faire le point sur toutes ces pathologies et si jamais il y en a, d'organiser un suivi avec un spécialiste. Le suivi des patients Covid, c'est quelque chose de nouveau, donc ils ont des symptomatologies à leur sortie de réanimation qui ne rentrent pas vraiment dans des cases que les médecins connaissent. Donc nous, ça nous permet en fait de les voir et de les orienter. Et là, en fait, la mise en place de la téléconsultation, ça nous a permis de faciliter ça parce qu'on a un grand centre de réanimation, donc on draine des patients de toute la région. Et il y en a pas mal pour qui c'est compliqué de revenir sur le CHU. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus simple. On les appelle, on fixe un rendez-vous en téléconsultation. Quand ils sont disponibles, eux, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Et en fonction en fait, de ce qu'on retrouve à la téléconsultation, on leur organise d'autres consultations présentielles si besoin. Il y a eu des défis importants, c'est-à-dire qu'il y a eu des besoins de formation très importants sur par exemple l'habillage, le déshabillage, l'intubation, sur des séquences un peu critiques de soins, alors qu'il n'y avait pas de disponibilité des formateurs, pas de disponibilité des formés. Donc il a fallu trouver des nouvelles façons de former les gens. Avant, on les faisait venir dans les facultés ou dans les centres de simulation, mais là il a fallu se déplacer dans les lieux d'exercice des gens et recenser leurs besoins de formation, parce qu'il y avait des besoins très pratiques qui n'avaient pas forcément été anticipés sur des nouvelles pathologies qui arrivaient. Et donc s'adapter très vite, former massivement des gens dans un délai très court. Par exemple là, on était capable de former sur le pôle anesthésie-réanimation 1600 personnes en 10 jours. C'est une formation qui n'a jamais été faite avant. Clairement, on a évolué, on a arrêté de faire des formations présentielles longues et on nous couple de plus en plus avec du distanciel. C'est une demande forte des formés aussi. Et puis, on évite de déplacer les gens si ce n'est pas indispensable, mais on essaye quand même de garder des formations présentielles parce qu'on sait très bien que le distanciel à 100%, dans nos pratiques médicales, ce n'est pas forcément tout à fait satisfaisant. Il faut compléter avec des formations présentielles, vérifier, avoir un contact humain, ça reste très important, mais on a adapté les choses et on a modifié par rapport à la période avant Covid. On fait plus de formations en ligne, on fait plus de vérification des acquis avant et on essaye de sensibiliser, on va dire, d'adapter, d'être le plus optimal possible quand les gens viennent pour que ce soit le plus rentable pour eux et qu'on rentabilise le temps de présence de façon importante. Un point important qu'il a fallu acquérir de la part de toutes les équipes rapidement, c'est notre connaissance vis-à-vis de la protection lors de l'intubation. En réanimation, nous avons de nombreuses manœuvres qui sont aérosolisantes et on sait que le SARS-CoV-2, on augmente le niveau de contamination via les micro-gouttelettes en particulier et toutes les procédures aérosolisantes. Et en réanimation, nous en faisons beaucoup. Un élément indispensable donc il a fallu faire, c'est cette formation accélérée pour les médecins qui intubent, que ce soit des médecins seniors ou des médecins juniors. Pour intuber, nous avons utilisé davantage des vidéolaryngoscopes qui permettent de se présenter un peu plus à distance du patient, à la différence du laryngoscope direct qui fait que nous sommes plus proches du patient. Et donc vous allez voir le vidéolaryngoscope qui permet de voir les voies aériennes et de favoriser l'intubation plus rapide. Les patients ne pouvant plus venir à l'hôpital, on a dû finalement stopper les études en cours, tout en maintenant finalement le suivi, parce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter une étude comme ça. Et puis ensuite, l'énergie et le financier de la recherche s'est orienté vers le Covid, avec la coordination des différentes études, le financement de certaines de ces études, et puis un conseil scientifique de façon à orienter les études dans le sens du Covid et vers le plus pertinent. Les recherches antérieures ont repris leur cours, ont repris des inclusions et un suivi normal, et la recherche Covid a finalement été intégrée à la recherche conventionnelle avec un conseil scientifique qui avant coordonnait tout ça, qui maintenant s'est stoppé pour repartir dans un faisceau normal de la recherche, je dirais. En tant que chef de service et toute l'équipe ayant été impliquée, nous avons été aussi amenés à communiquer
à la fois avec nos collègues, mais aussi avec le public, sur cette crise qui suscitait beaucoup de questions. Le sentiment que j'ai eu, c'est que, en tant que médecin, chercheur, ou même globalement les gens qui donnent des ordres au niveau de l'État, le discours a été parfois difficile à faire passer. Je pense que depuis longtemps, on a vu que le public voulait plus de transparence, plus d'informations, ce qui, dans une démocratie, me paraît tout à fait normal et légitime. Ceci étant, ce souci de transparence, d'information, et on va dire de vérifier la véracité de tout ce qui est dit par les autorités, s'est heurté à une remise en question de tout ce qui était dit pour arriver presque à dériver vers du complotisme. Donc ça a été quand même assez difficile à gérer pour nous, parce qu'il y avait une discordance entre ce que l'on voyait dans notre service, avec ce que l'on lisait dans la littérature, et avec ce que l'on entendait dire ou ce que l'on voyait sur les réseaux sociaux. Si on regarde au quotidien, je trouve que dans la majorité des cas, les patients continuent à nous faire confiance et on a une relation médecin-patient qui est encore assez saine. Mais c'est vrai qu'on constate de plus en plus de gens qui remettent en question les décisions ou les conseils que l'on peut donner. Ça peut, alors bien sûr c'est sur la vaccination souvent, mais ça peut être même sur des conseils concernant des traitements ou des prises en charge où il y a une suspicion que cela pourrait obéir non pas à un choix qui est le meilleur pour eux, mais à des choix dictés par des influences extérieures qui malheureusement sont quand même très limitées et ne peuvent pas, enfin moi en tant que médecin, guider mes décisions.